Bonjour tout le monde, Nanendef, moi c'est Mr. Maze. Bonjour Mr. Maze, Bonjour Rêve, comment tu vas? ça va super bien et vous écoutez The Cable to Talk. Bonjour à tous, bonjour Rêve. Bonjour Mr. Maze, comment tu vas? Ouais, ça va très bien, hein. Bah écoute, c'est reparti pour un second épisode. Je te laisse avant quand même introduire le sujet, je pense que ça serait bien. Effectivement, et comme d'habitude, c'est une émission qui part donc d'un thread sur Twitter à la suite des inondations et tout. Donc, on a tous vu les images qui étaient très, très spectaculaires de Dakar et des régions. Et qui est familier de Dakar et du Sénégal est familier en fait de ces images-là qui viennent à chaque hivernage et de plus en plus spectaculaires. Donc, on s'était posé la question de savoir, mais d'où est-ce que ça vient? Quelles en sont les causes? Peut-être historiques, peut-être des causes géomorphologiques. Est-ce que c'est lié à l'urbanisme, etc. Et comme nous, on est des profanes sur cette question-là, comme l'écrasante majorité des Sénégalais, clairement, on s'est dit, on va s'informer. C'est comme ça qu'on est tombé sur le tweet de Domibour, qui est urbaniste. Elle va se présenter tout à l'heure pour qu'on puisse donc connaître son profil. Elle a fait un tweet qui était excellent sur la question. Naroufez, moi, je le connais personnellement. Il est docteur. Il connaît toutes les questions donc, de géomorphologie, de géomatique. Donc, on s'est dit, voici deux profils qui sont sur la communauté, qui sont en plus sur le serveur Discord et qui, en plus, ont une expertise qui peuvent nous éclairer. Exactement. Donc, je te laisse introduire nos invités. Donc, Naroufès, Domibour, je vous laisse vous présenter. Ouais, honneur aux dames. Merci beaucoup. Alors, moi, c'est Fatou Tanordien. Donc, je suis architecte et expert des villes en développement. Donc, je suis rentrée à Dakar maintenant depuis, ça va bientôt faire 4 ans. Et je travaille pour une filiale d'un bureau d'ingénierie, donc international. Et en même temps, je suis dans tout ce qui est architecture et bâtiment, et dans l'urbanisation aussi. D'accord. Donc, vous l'aurez compris, la question des villes m'intéresse beaucoup. Ok, super. Du coup, Naroufès. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Ahmed Tijan Faye, plus connu sous le pseudo de Naroufès. Je suis géographe environnementaliste spécialisé dans la géomorphologie dynamique et la géomatique. Mes activités de recherche tournent principalement autour de l'étude des dynamiques sédimentaires des milieux littoraux, de la variation climatique et le fonctionnement hydrosédimentaire et écologique des environnements lagunaires et estuariens. Donc, je suis chargé de cours à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis également fonctionnaire au niveau d'un ministère où je gère les questions liées au système d'information et à la cartographie. Bon, j'ai des expériences en géométrie topographie. D'accord. Dans une multinationale portugaise, où on a travaillé au niveau du Millennium Challenge, le projet Millennium Challenge, au niveau du delta du fleuve Sénégal. Depuis 2019, je suis là. Je suis au Sénégal où je travaille avec un ministère, on va dire. D'accord. Ça m'intéresserait qu'on parle un tout petit peu du Millennial Challenge, mais bon, je pense que ce ne sera pas pour en tout cas cette émission, mais on en reparlera effectivement peut-être en dehors, dans les salons, dans les différents salons de discussion. D'accord. Ce serait intéressant de savoir en fait en quoi ça consistait, je trouvais. D'accord. Alors là, ce qui est bien dans vos présentations, c'est que vous avez utilisé un vocabulaire très intéressant parce qu'en fait, c'est un vocabulaire que je connaissais absolument pas. En tout cas, il y a des mots qui ne me parlaient absolument pas. Donc, je pense qu'effectivement, ça sera intéressant de vulgariser un peu plus, en tout cas pour les gens qui nous écoutent, parce que franchement, il y a des termes, je pense que si ça me parle pas, ça doit pas parler à pas mal de gens, je pense, en tout cas, en toute modestie, bien évidemment. Voilà. Donc, l'idée, c'est effectivement de vulgariser un maximum et puis de permettre aux gens de bien comprendre vraiment les enjeux que présente cette situation assez délicate au Sénégal. Donc, à passer les présentations, on va commencer par effectivement parler donc de la morphologie du pays, donc et de Dakar en particulier. Expliquez-nous du coup, en fait, quelle est la morphologie de notre pays en fait? La morphologie du pays et de Dakar en particulier. On peut retenir que le Sénégal est une vaste plaine, relief monotone. Même avec la route, on peut voir cette nature monotone du relief, avec des altitudes qui dépassent rarement 100 mètres, qu'on retrouve sur la presqu'île du Cap-Vert et au sud-est du pays, dans la région de Kédougou. Le Sénégal également, en particulier, est recouvert d'un réseau hydrographique assez dense et assez important, qui a été fossile pendant presque une trentaine d'années avec les sécheresses des années 60-70 et qui aujourd'hui est en train de reprendre ce qui lui appartient avec la reprise de la pluviométrie depuis les années 2000.
Ok. Qu'est-ce qui fait de Dakar sa particularité en fait par rapport aux autres régions? Au niveau de Dakar, en fait, bon, déjà, Dakar, c'est une presqu'île. Donc, je pense que si je me trompe, Cher pourra me corriger, de tout le pays, c'est la seule région qui a cette particularité. C'est quoi une presqu'île en fait? Alors, une presqu'île, comme le dit son nom en français, c'est presque une île. D'accord. Donc, une île, c'est une terre entourée de partout par de l'eau. Et une presqu'île, c'est une terre entourée des trois côtés par de l'eau. Donc, Dakar est une presqu'île qui s'avance dans l'océan Atlantique. D'ailleurs, certains disent que c'est la pointe la plus avancée à l'ouest du continent africain. En même temps, c'est aussi une ville qui est irriguée. Donc, comme je l'avais dit sur mon thread sur Twitter, lorsqu'on s'amuse même avec le curseur de Google Earth en remontant dans le temps, on voit qu'il y a plein de petits marigots, qu'il y a plein de petits cours d'eau, des petits ruisseaux, des petites mares, etc., etc. D'accord. Et Dakar également fait partie de la région naturelle de Niayes. La zone des Niayes qui comporte 4 régions qui ont toute la particularité d'être littorales. Donc Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis, si je ne me trompe. D'accord. Donc les Niayes, en fait, c'est un écosystème très propice à l'agriculture, au maraîchage. Et d'ailleurs, la grande majorité de la production de légumes du pays, si je ne me trompe, sort de cette zone-là. Effectivement. Donc c'est une ville quand même assez arrosée, on va dire ça comme ça, et d'où son surnom, la presqu'île du Cap-Vert. Le Cap-Vert, avant d'être un pays, parce que le pays, le Cap-Vert, on appelle l'archipel des îles du Cap-Vert. D'accord. Le Cap-Vert, en réalité, c'est Dakar. Et en fait, le vert, ça traduit un peu le fait qu'il y avait quand même de la végétation et donc il y a une présence de l'eau. C'est un peu ça la particularité, on va dire, de Dakar, rapidement. Ok. Donc, du coup, au regard de tout ça, en fait, de ce que vous venez de décrire, effectivement, la morphologie du pays, donc, pour moi, effectivement, ça expliquerait les inondations. En tout cas, le fait qu'effectivement, puisqu'il y a en principe beaucoup d'eau, donc, du coup, qui irrigue un peu ces petits territoires-là, en fait, du coup, ça pourrait quelque part se justifier. Mais selon vous, en fait, quelles sont les différentes causes des inondations aujourd'hui auxquelles on assiste? La vulnérabilité de la région de Dakar aux inondations découle de déterminants naturels, soit des causes morphologiques ou géomorphologiques, socio-économiques, mais également politiques. Donc, la cause ou bien les causes sont à chercher sur la déstructuration du réseau hydrographique dont parlait Domoubourg tout de suite, l'imperméabilité du sol également dans certaines zones, la remontée du niveau de la nappe des Niayes, la nappe quaternaire, qui recouvre à peu près 3/4 de la région de Dakar et qu'on retrouve surtout dans les départements de Pikine et de Guédiawaye, mais surtout à une urbanisation incontrôlée. Ah, d'accord. Donc, Dakar se trouve dans une région avec un réseau hydrographique pérenne, mais également fossile, qui a été perturbé et qui a des dégâts à tous les égards par la force du ruissellement. D'accord. Maintenant, si on prend par exemple les cours d'eau les plus importants, si on prend le lac Mbawan, qui est un cours d'eau qui se trouve entre Bayar et Kayar, qui se déversait à la mer, aujourd'hui, ce cours d'eau ne se déverse plus à la mer. Ce cours d'eau-là, en fait, il est situé. Tu viens de dire qu'il est situé entre deux villes que je ne connaissais absolument pas. Bayar et Kayar, c'est sur le littoral nord. C'est des quartiers c'est des localités de pêcheurs. D'accord. Qu'on retrouve juste à l'entrée de Dakar sur votre droite, juste après Pout. Après Pout. Si on entre à Dakar, il y a la route qui va vers Kayar, vers Bayar. D'accord, ok, très bien. Or, c'était un cours d'eau naturel qui partait du lac Tamna, en passant par le jardin botanique de Dakar, tout ce qui est Cambérène d'Alifor, pour se déverser par la mer au niveau de la baie de Anne. Ah, d'accord. On a également ce qu'on appelait le cours d'eau qui s'appelait le Guénou Golo de Mbao, qui prenait sa source sur Niayes et qui coupait la route Malika-Rufisque. D'accord, effectivement. Aujourd'hui, ce cours d'eau est perturbé. Si on prend également le marigot de Sangalkam, qui s'écoule du plateau de Bargny sur le lac Redba, vers le lac Rose, ce qu'on appelle le lac Redba. Redba, oui. Bien que son lit n'ait pas toujours d'eau durant toute l'année, c'est le seul cours d'eau important de la région de Dakar.
le plus important même de la région de Dakar, le marigot de Sangalkam, avec 2 affluents, le Diacksao et le Ndiaye Malaka, qui peuvent atteindre jusqu'à 9 km de long. Et tous ces cours d'eau aujourd'hui sont perturbés par l'urbanisation. Alors, quand tu dis qu'ils sont perturbés, c'est des cours d'eau qui sont perpendiculaires non seulement aux axes routiers, mais également aux nouvelles villes qui sont construites dans le processus d'urbanisation de la région de Dakar. D'accord. À côté de ces cours d'eau, on a ce qu'on appelle les lacs littoraux. Les lacs littoraux, c'est des comment les définir? C'est des cours d'eau qui ont été isolés de la mer par une série de cordons dunaires. D'accord. Et qui fonctionnent aujourd'hui sous forme de ce que les géomorphologues appellent des golfes Nouakchotiennes. Et pour la plupart du temps, c'est des lacs qui sont salés parce qu'ils sont entretenus par-dessous le cordon par la mer. Et ces lacs, on le retrouve sur toute la nord jusqu'au nord de Nouadhibou. Ah d'accord, d'où le terme Nouakchotien. Nouakchotien, oui. Ok. Donc, c'est des lacs qui ont été mis en place durant la transgression nouakchotienne. Une transgression, c'est une période géomorphologique durant laquelle la mer a envahi le continent. Ah d'accord. Et en se retirant, laisse donc ce type de lac-là. Et avec les formations des dunes, ça empêche le retour de l'eau vers la mer. Le retour de ces lacs vers la mer. D'accord. Donc, il fonctionne sous forme de sepka, comme la ville de Nouakchott qui est construite sur un sepka. D'accord. Wow. Ok. Maintenant, à Dakar, nous avons énormément de lacs. Qui sont comme ça. À peu près une vingtaine. On a le lac Mbebes, là où on a le déportoir d'ordures. Nous avons le lac Warouaï qui est à côté, le lac Wouy, le lac Tchourour, qu'on retrouve dans les départements de Pikine et de Guédiawaye. Nous avons également des lacs comme le lac Maris, le lac Anne. Et au niveau du technopôle également, le lac qui est sur le technopôle. Le lac Malika également. Et toutes ces unités ont des affluents, donc ils sont entretenus par le ruissellement. Effectivement, donc moi c'était ça ma question, parce que je me posais la question de savoir, avec donc la fluctuation des pluviométries, etc., comment est-ce que ces lacs-là s'entretenaient, mais effectivement, tu viens donc de l'expliquer, c'est par le jeu d'affluents qui viennent les entretenir. Donc en fonction effectivement de l'importance ou pas de la pluviométrie ou d'épisodes de recul de la pluviométrie, leur étendue va se modifier. Ce qui va m'amener aux 2 prochaines questions. La première, donc, c'est quelles sont les différentes causes d'inondation. Et je vais revenir sur un point que tu avais soulevé tout à l'heure, très rapidement. C'est sur, par exemple, le cas de Guédiawaye et de Pikine. Parce que si j'entends bien avec donc, les propos de Domibour tout à l'heure, avec une urbanisation qui était très spontanée, donc formée par les populations sur ces zones-là, et que ces zones-là sont en même temps des zones avec une nappe d'eau qui est fossile, qui a pu être affectée par les sécheresses. Et si les gens habitent sur ces zones-là en période sèche, j'imagine que ça peut créer des inondations. Mais comme je ne suis pas sûr, est-ce que c'est effectivement le cas, ou de manière générale, quelles sont les différentes causes des inondations sur les zones notamment de Dakar ou les zones similaires dans le pays? Bon, comme l'a dit tout de suite Narofes, il a d'ailleurs très bien expliqué la morphologie générale et la structure de ces zones inondées, en justement vous montrant que tout ça, il y a plusieurs causes. Donc, il y a des causes géographiques, des causes politiques. Et en fait, comme il vient de l'illustrer dans ses propos, Dakar est très arrosé. Il y a beaucoup de lacs. Quand on dit Dakar, c'est la région de Dakar. C'est pas Dakar Centre et ses 19 communes. Donc, la région de Dakar avec ses 3 départements que sont, 4 même, que sont Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque, et même au-delà. Donc, par rapport à l'urbanisation, effectivement, l'une des causes principales, c'est l'obstruction de ces voies d'eau-là. Parce que ces voies d'eau-là, les lacs, on est d'accord qu'il ne faut pas être spécialiste pour savoir qu'il faut bien qu'il y ait des affluents, des cours d'eau qui entretiennent ces lacs. Donc, il faut bien que ces petits ruisseaux ou ces cours d'eau, souterrains ou autres, passent quelque part. L'eau également, c'est pas une eau stagnante, donc l'eau fluctue. L'eau doit se déverser. Et effectivement, dans l'urbanisation qu'il y a eu, l'eau a été obstruée. C'est ce que je disais. Donc, comment on est venu là? Il faut savoir que Dakar, en fait, d'un point de vue urbain, avait quand même bien commencé. On va dire ça comme ça. Parce que depuis le début
depuis l'arrivée, en fait, depuis sa création, les différents gouvernements, que ce soit les gouvernements de l'époque coloniale ou les autres, ont quand même essayé de planifier. Donc, ça commence avec 1857, quand les troupes françaises de Pinet-Laprade débarquent à Dakar. Donc, ils ont fait un premier plan d'aménagement en 1862, mais c'était militaire. Ensuite, il y a eu pas mal d'autres plans d'aménagement qui sont devenus obsolètes avec l'afflux des populations, parce que ça, c'est la cause principale. La démographie de Dakar a poussé les gouvernements à toujours revoir leur plan d'aménagement. Ah, d'accord. Alors ça, c'est intéressant. Ça, en fait, donc tu dis que donc quand tu entends population, effectivement, donc c'est par rapport à l'afflux, en fait, les populations se déplaçaient beaucoup. Ou c'est parce qu'en fait, la population grandissait, tout simplement, en fait. Quand je parle d'afflux des populations, c'est plus par rapport, en fait, à l'exode rural, entre autres. D'accord. Mais également parce que Dakar est devenu capitale, et avec tout ce qu'on connaît comme avantage que Dakar a eu par rapport aux autres villes des régions. Hormis même ça, grâce à ses infrastructures économiques, le port, la gare, le palais de l'AOF qui était ici, etc., etc. D'accord. Il y a eu justement plein de plans d'urbanisme qui ont été créés, qui ont été faits de 1862 pardon, jusqu'en 1915 avec la création de la Médina comme quartier, avec après en 1937, en 1939, en 1940, ainsi de suite, jusqu'au plan le plus récent, 1967 jusqu'au plan le plus récent, en 2012 là, ou 2015, qui a été réactualisé avec le plan directeur de Dakar 2035. D'accord. Donc, arrivé à un moment donné, comme je l'avais expliqué dans mon thread, de manière résumée pour ne pas tout dire, il y a eu en fait l'État qui avait assez de soucis. Donc, il y avait pas mal d'événements dans le contexte international qui faisaient que l'État n'avait pas avait perdu un peu la main dans le processus de création de la ville. On va appeler ça comme ça. D'accord. Alors qu'ils avaient quand même réussi, à partir de 1970, faire des créations de villes nouvelles. Donc, Diamniadio, c'est pas un truc complètement révolutionnaire parce que Pikine a été créé justement pour absorber le trop-plein de Dakar. Donc, Pikine Dagoudane a été créé vers les années 1972 pour absorber le trop-plein de Dakar. Et donc, il y avait un Pikine qui était tramé, régulier, qu'on appelle Pikine régulier. Donc, en 1950, pardon, qui a été créé. Il y avait un Pikine régulier. Sauf qu'il y a eu ensuite une ville des déguerpis. Tous ces gens-là qui étaient à Dakar et qui n'avaient pas les moyens, n'étaient pas des fonctionnaires pour pouvoir accéder à des logements en bonne et due forme, rajoutés à ceux qui venaient de l'intérieur du Sénégal pour trouver en fait du boulot, se sont installés aussi dans cette zone-là de Pikine et on a commencé à avoir deux Pikine. Pikine régulier et Pikine irrégulier. On n'est même pas encore dans la création de Guédiawaye. D'accord, ok, d'accord. Donc on est encore dans les années 50 et 60, entre 60 et 70. Donc les gens qui ont été aussi déguerpis dans Dakar, certains quartiers comme Fitmi, comme Baïgaïde, etc., Médina, Grand Dakar. C'est que les causes les plus déterminantes pour les inondations à Dakar, c'est le contexte hydrogéologique. Parce qu'on a un système aquifère qui est composé de deux nappes principalement, ce qu'on appelle la nappe captive des sables infrabasaltiques, donc qui s'étend sur tout ce qui est extrémité occidentale de la presqu'île et qui se recharge à partir de ce qu'on appelle la zone de captage avec terminaison du canal 4 et la nappe des sables quaternaires qu'on appelle également la nappe de Tcharoy. Alors, quand tu parles de ces différentes nappes, en fait, tu fais référence, en fait, en gros, j'essaie de vulgariser. La nappe, en gros, ça veut dire que dans le sous-sol, il y a en fait une grosse partie où il y a de l'eau, en fait. Où il y a de l'eau. D'accord. Surtout pour la nappe du quaternaire. La nappe du quaternaire qui est constituée de sable. Le sable, c'est un sédiment qui est meuble, qui est perméable. Donc, l'eau de pluie entre et ravitaille directement la nappe. D'accord. Donc, si on prend seulement la nappe de Tcharoy, elle fait à peu près 374 hectares. D'accord. Dakar fait 550 hectares. Ah oui, quand même. Oui. Et cette nappe cause d'énormes difficultés dans la résolution des inondations à Dakar. Parce que si on fait un peu de l'historique, Dakar était alimenté en eau potable à partir de la nappe de Tcharoy.
D'accord. Donc, ça a commencé en 1950 avec un débit d'exploitation qui tournait autour de 17 000 mètres cubes par jour, ce qui entraînait un abaissement au niveau de la nappe. D'accord. Vers la fin des années 60, Dakar, comme le reste du Sénégal, a connu une baisse des précipitations, puis comme conséquence, la baisse du niveau de la nappe. C'est la fameuse grande sécheresse, là. Oui, la grande sécheresse qui est venue jusqu'après les années 80. Oui, elle a duré quelques années quand même. 68 jusqu'à 84-85. Ceci a causé un achèvement des terrains naturellement inondés. Et à cause de l'important exode rural auquel Dakar était soumis, ces terrains achevés par la baisse de la nappe ont été rapidement utilisés dans les années 70 pour la construction de nouvelles habitations. Ce secteur correspond à la ville de Pikine et de Guédiawaye. Alors, en fait, en gros, ce que tu viens de dire là, c'est très important. En fait, donc, Pikine, Guédiawaye, tout ça, c'était des zones où effectivement, il y avait la nappe qui était en dessous, où il y avait effectivement donc beaucoup d'eau. Donc, grosso modo, s'il n'y avait pas la sécheresse, en gros, c'est que c'était pas des terres en fait où on pouvait construire en fait des habitations, et que suite à justement, en fait, la fameuse grande sécheresse, en fait, l'eau a disparu, l'eau s'est asséchée, et du coup, en fait, l'État a décidé qu'on pouvait y construire des habitations. En gros, c'est ça. C'est pas l'État qui a décidé, c'est des habitations irrégulières. D'accord, ok. Qui sont allées vers ces zones HCC. C'est encore pire. Donc, c'est des habitations qui sont pas assainies, ni même réguliers. D'accord. Donc, ce sont des gens, ils se sont dit, on va habiter là, en fait, voilà, parce que c'est une zone où on peut se poser, quoi, tout simplement. Se poser. Oui, effectivement. En fait, je pense que pour mieux expliquer, il faut faire le lien, effectivement, avec la sécheresse. C'est que la sécheresse a atteint des zones qui, précédemment, offraient aux gens la possibilité de travail, en fait, de travailler directement par le biais du commerce, etc., dans le bassin arachidier. Donc, c'était vers les zones de Kaolack, Diourbel et Louga, par exemple. Et avec donc la sécheresse qui a été, c'est des épisodes intermittents, mais des épisodes qui étaient assez intermittents de sécheresse. Exactement, mais qui étaient assez violentes quand même, qu'on peut situer entre 1968. Ça en fait, et c'est ça même qui va causer l'arrêt des 8 forages. Parce qu'il y avait 8 forages dans cette zone qui produisaient un débit moyen journalier de 17 000 mètres cubes par jour. Un mètre cube égale 1000 litres. On a 17 000 mètres cubes. Donc, c'était énorme, les prélèvements sur la nappe. Donc, il y avait des risques d'intrusion de l'eau saline par rabattement de nappe. D'accord. Donc, l'État avait décidé d'arrêter durant la période 1959-1961 ces pompages. Et à partir de 1961, on a commencé encore à pomper sur la nappe avec des débits moyens de 10 000 mètres cubes par jour. Maintenant, l'installation irrégulière va causer une pollution de cette nappe. Ah oui, c'est là où je voulais en venir. C'était parce que j'avais vu dans le... Parce que c'est des zones qui ne sont pas assainies et les fosses septiques sont mis directement sur la nappe, ce qui cause des problèmes de nitrification de la nappe. D'accord, c'était ça ma question. Nitrification veut dire en gros assainissement. Un taux élevé de nitrate. Ouais. D'accord, ok. Donc, quand l'État décide, à cause de cette pollution, d'arrêter les 8 forages sur cette nappe, on a une remontée de la nappe qui se fait dans ces zones parce que les nappes, naturellement. Les nappes il y a 2 types de prélèvements, soit c'est horizontal, soit c'est latéral. Une grande partie de Dakar, c'est impossible parce que la mer est plus élevée que le continent. Et les forages, on a arrêté les forages, donc il n'y a plus de prélèvement sur la nappe. D'accord, ce qui fait que ça se reforme. Et c'est une nappe qui est sédimentaire et qui est entretenue par les eaux de précipitation. D'accord. Et aujourd'hui, cette nappe, elle est pleine. Ok. Les dernières pluies à Dakar, c'était 41 mm. C'est à peu près 4 cm de pluie. C'est absolument rien. Et on a vu les dégâts que ça a causé à Dakar. Ah oui, c'est extraordinaire. Parce que l'eau ne peut plus s'infiltrer. Ouais, donc forcément, l'eau ne peut plus absorber. Enfin, en tout cas, le sol ne peut plus absorber, en fait, forcément. Maintenant, cette nappe qui s'étend sur 374 km² sur 550 km² que compte la région de Dakar, est constituée de différents bassins versants. D'accord. Bon, un bassin versant, c'est l'espace drainé par un cours d'eau et ses affluents. Donc, l'ensemble des eaux qui tombent dans un bassin versant ou bien dans cet espace convergent vers un même point de sortie qu'on appelle l'exutoire. D'accord. Maintenant, ces exutoires sont aujourd'hui obstrués. C'est ça.
Donc là, on voit beaucoup mieux que le problème de l'urbanisation, justement, qu'on peut dire entre guillemets sauvage ou plutôt spontanée, on va dire. Ouais. Ce sont des urbanisations qui se sont faites sur ces voies d'exutoire. Exactement. D'accord. Donc, ce qui dévie les voies d'eau naturelles, en fait. Et comme l'eau est obligée de passer par les nuages, nord de Watiyonam, Ouais. donc l'eau va traverser là où il y a les habitations. Donc, c'est vrai que c'est une situation qui est intéressante. Au même titre que le bâti, le réseau routier constitue un aménagement qui a fortement contribué à la dégradation du réseau hydrographique de Dakar. Ah d'accord, parce que tout à l'heure tu disais que c'était perpendiculaire. Parce que ce réseau hydrographique, ce réseau routier qui est extrêmement dense dans la zone urbaine et périurbaine, son tracé est souvent entrecoupé de voies d'eau préalablement ensablées. D'accord. Donc, et dans ces parties, on a vu la naissance des quartiers comme HLM, Koloban, Pikine, Guédiawaye et Yeumbeul. Waouh! Mais... Donc, ces routes en temps d'hivernage deviennent pour la plupart impraticables du fait des inondations dont elles font l'objet, entraînant par la même occasion des embouteillages. Donc, maintenant, il convient de faire la différence entre les inondations concernant les routes construites sur des pistes tremblées et sur les routes de mauvaise qualité ou mal construites. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est très, très complexe. Déjà, donc ça, c'est effectivement deux problématiques, en fait. C'est ça, en fait. Donc là je donne juste un exemple, enfin, un truc qui me vient comme ça en tête. Par exemple, le croisement Cambérène où il y a inondation non-stop. En fait, grosso modo, la question, c'est de savoir est-ce que c'est dû à la construction de ce fameux croisement ou est-ce que c'est dû vraiment au fait que du coup, la nappe n'arrive plus à absorber l'eau, en fait. Ça, en fait, la nappe, non seulement n'arrive plus à absorber l'eau parce qu'on est toujours dans la zone des Niayes et le réseau qui continuait vers zone captage, vers la baie de Hann est obstrué par les aménagements routiers. D'accord. Ce qui fait que l'eau n'a plus de chemin. Ok. Aujourd'hui, ce qui peut aider Dakar au-delà de tout ce qu'on a fait, c'est l'évaporation. L'évaporation. Il faut juste attendre l'évaporation. Ah ouais, ça risque d'être compliqué. Parce que l'eau ne peut plus s'infiltrer. Et comme la pollution donc, à la nitrate ou la nitrification donc, de l'eau fait que la consommation n'étant pas une option, donc on est obligé effectivement d'attendre l'évaporation ou de prévoir une possibilité d'évacuation, mais avec ce que tu viens de décrire en termes de géomorphologie, j'imagine que ça se révèle compliqué. Juste pour ajouter à ce que disait Naroufès, voilà. Donc, il faut savoir rapidement qu'au niveau de Dakar, l'urbanisation, surtout au niveau de cette banlieue-là, donc là où est situé ce qu'on appelle maintenant Pikine, Guédiawaye, ça s'est fait à majorité de manière spontanée. L'État a essayé, en créant Pikine dans les années 50, comme double de Dakar, parce qu'ils avaient anticipé effectivement qu'il y aurait un gros boom démographique au niveau de Dakar. Donc, ils avaient déjà commencé dans les années 50 ils ont créé Pikine, ce qu'ils ont appelé le Pikine régulier. Sauf que, en fait, ils n'ont pas pu terminer et ils ont fait des déguerpissements au niveau de Dakar, au niveau du département de la Médina, au niveau de la Médina, au niveau de Grand Dakar, etc., HLM. Quand tu dis déguerpissement, ça veut dire quoi? C'est la politique du bulldozer, c'est-à-dire c'était des bidonvilles qui étaient là, donc ils les ont rasés. Et par exemple, au niveau de Médina, un peu vers Gibraltar, c'est ce qu'on appelle Figmik, le quartier de Figmik, qui existe toujours de nom, mais le quartier de Figmik avant, voilà, c'était des gens qui étaient installés au niveau des HLM, et je pense que c'était Baïgainde. Et donc, ces gens-là, ils ont été demandés. Oui. Juste, excuse-moi, le quartier de Figmik que je connais, il est à Guédiawaye, il est en face de Golfe Nord. Oui, mais en fait, le Figmik de Guédiawaye, là, son Figmik, c'est le Figmik original, qui est à Gibraltar. Incroyable. Gibraltar 2. D'accord. Donc, voilà, c'est ça. Et en fait, ces gens-là, forcément, quand on déguerpit des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas trop les moyens. Donc, c'est les gens de l'exode rural qui étaient venus travailler à Dakar. C'est pas les fonctionnaires qui peuvent justifier d'un bulletin de salaire et donc prétendre aux fonctions, aux logements sociaux qui ont été mis en place par l'État. Donc, l'État qui était à l'époque le créateur d'urbanité, le créateur de la ville, ce qui n'est plus le cas maintenant, même s'ils essaient de revenir un peu avec la création des villes nouvelles, mais bon. Donc Pikine a été un peu la première ville nouvelle, si on peut dire ça comme ça, dans les années 50. Et donc ces gens-là, ils sont venus au niveau du Pikine, ils se sont mis à côté. Et donc c'est un peu le Pikine irrégulier. Et on en est arrivé où les frontières, les limites entre cette ville spontanée et la ville bien quadrillée, etc., elles ne sont plus devenues très franches. Donc on ne peut plus reconnaître quel a été le Pikine régulier ou pas.
là, on n'est pas encore arrivé à Guédiawaye, parce que Guédiawaye, c'est dans les années 70, et Guédiawaye, justement, a été créé pour abriter les infrastructures de Pikine. Et donc, toutes les infrastructures de Pikine se situent à Guédiawaye. Pikine n'ayant pas trop d'infrastructures, mais Guédiawaye a pris, entre guillemets, son indépendance. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, du coup, Pikine a été créé comme double de Dakar. Ces gens, ils sont partis s'installer dans cette zone-là. Cette zone, c'est un peu la zone des Niayes. Naroufès le disait avec le lac de Pikine. Il y a, quand on remonte plus haut, le département de Pikine comprend Tcharoy, Malika, Yembol, tout ça. Et donc, dans ces communes-là, on retrouve le lac Malika, on retrouve le lac Houy, Tchourou, Wourouaï, tout ça. Et en fait, cette zone, c'est la zone des Niayes, qui est composée de dépressions dunaires, des cuvettes et des petites dunes, avec des marigots, où on peut faire du maraîchage. Toute la zone cambérène, machin. C'est ce qu'expliquait Naroufès tout à l'heure, effectivement. Voilà. Donc, quand ces gens-là, ils sont allés parler avec les chefs coutumiers de l'époque, enfin, les détenteurs des terrains, qui pour la plupart étaient des lébous, qui avaient là-bas leur champ, bah, on leur a cédé des terrains, ils se sont installés. Et dans les années 70, effectivement, il y a eu la sécheresse. Donc, la nappe phréatique a fortement baissé, certains cours d'eau se sont asséchés, les gens, ils ont remblayé et ils se sont installés. Plus les années passent, bah, la pluviométrie qui revient, la nappe qui se reconstitue petit à petit. On pompait cette nappe-là pour alimenter Dakar en eau, mais en fait, la nappe a été contaminée par des nitrates à cause de l'assainissement individuel, de la nitrate, oui, je pense. C'est ça. Oui. C'est ça. Voilà, parce qu'en fait, c'était l'assainissement individuel. Donc, les gens faisaient des assainissements, chacun chez soi, sa petite fosse, etc. Et on a jugé que l'eau devenait dangereuse pour la consommation. Donc, on a arrêté de pomper cette nappe-là au niveau de Tcharoy. Et donc, maintenant, on va la prendre jusqu'au lac de Guerre. C'est vrai. Et donc, on arrête de pomper la nappe. La pluviométrie qui revient. Les gens qui se sont installés dans des cuvettes un peu partout, etc. Bah, ce mélange explosif, en fait, fait que quand, à un moment donné, la nappe est assez bien reconstituée, il y a les grosses inondations qui éclatent au grand jour. Personne n'était préparé à ça. Et tout le monde se regarde en disant, mais comment ça se fait? Comment la banlieue, etc. Alors qu'au niveau de la banlieue, aujourd'hui, sur Google Earth, toujours, quand on voit actuellement une photo de la banlieue, on voit plein de bassins de rétention qui ont été créés. Mais quand on remonte le curseur, on voit qu'à la place de ces bassins, il y avait des maisons. Et en fait, ces bassins, c'est juste qu'on leur a donné leur place naturelle, en fait. C'était des petites mares, des petits marigots, des petits machins. Et en fait, on leur a redonné leur place naturelle, qui était envahie par des maisons. Donc en fait, ça, c'est ça qui montre qu'il y a, ça c'est une des causes, justement, la cause urbaine. Moi, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme spontané, qui a beaucoup été alimenté, et même que ça grâce en partie à l'informel. Secteur économique informel, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une combinaison de facteurs, le facteur économique, le facteur urbain, le facteur politique, on peut mettre urbain machin, on parle même de ville des réseaux. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle de banlieues, d'inondés, etc., on n'est pas dans des cas de figure comme Soweto, dans des bidonvilles, etc. On est dans des maisons faites en dur, avec le téléphone, avec les branchements électriques et l'eau. Et la SDE, etc. Donc l'État, en quelque sorte, a légitimisé un tout petit peu cette installation en faisant passer le service public jusque là-bas. C'est la ville des réseaux, en fait. L'État a subi, entre guillemets, un peu cette urbanisation-là. Les gens se sont installés, ont par leurs propres moyens acheté leur terrain, ont construit leur maison, et puis bon, ça, entre guillemets, ça réglait un peu le problème de l'État, surtout dans les années 70, etc., et tout, avec tout le contexte économique international. Après, on arrive avec les ajustements structurels, etc. Donc, clairement, l'État n'avait plus trop la tête à créer des logements sociaux, à déguerpir, à assainir, etc., etc. Donc, les gens se sont logés comme ils voulaient. Maintenant, il y a même le comble, c'est qu'il y a même des cités de l'État qui ont, quand je dis l'État, à travers ces sociétés publiques, qui ont été construites dans des zones inondables. Faisal. Voilà. Et... Faisal.
Exactement, voilà, qui ne devaient pas être là-bas. Ça, les SNHLM. Voilà, SNHLM, voilà. Ouais, c'est ça. Qui ont été construites dans des zones non édificantes à la base. D'accord. Effectivement, même une partie de Scat Urbam, vers les années 88, c'est ça. Ou des parties des années un peu plus tôt, vers les années 1972, je pense. Naroufès, tu voulais compléter ce que disait Domibourg, c'est ça? Par rapport à cette urbanisation spontanée, il faut dire également que les propriétaires coutumiers ont été des acteurs clés du processus d'urbanisation. Merci. Ils ont organisé le morcellement de leurs terres sans la demande préalable d'une autorisation de lotir. Donc, cette pratique qui écarte toute possibilité d'apprécier le caractère constructible ou non du terrain. Donc, l'urbanisation de Guédiawaye et de Pikine est jusqu'à aujourd'hui précaire, sans aménagement préalable et centrée sur la fonction résidentielle et de l'économie informelle. Ce qui nous pousse vers une juxtaposition de trames différentes, régulières, semi-régulières et irrégulières, aux fonctions et aux contenus humains diversifiés. Donc, pour se constituer cet espace urbain. Parce qu'à l'époque, les gens, ils mettaient plus en avant le droit coutumier foncier. Donc, il y a aussi une question foncière là-dessus. Voilà, c'était juste pour la parenthèse. Oui. Ah, d'accord. Cet espace urbain a pris appui sur un noyau villageois périphérique lébou, où sont domiciliés les lotisseurs coutumiers, donc prolongeant de manière irrégulière la ville nouvelle de Pikine et de Guédiawaye. Il y a également le... Justement, ça veut dire que même la question de la régularité ou de l'irrégularité, pour moi, est problématique dans le sens où, effectivement, on a, par exemple, donc la loi du domaine public, c'était 1964, si je me rappelle bien. Oui. La première loi sur le domaine public, effectivement, sur le domaine. Qui définissait donc le domaine public, qui était un domaine qui était inoccupé officiellement. Quand tu mets ça en articulation avec donc le droit coutumier, donc pour rappeler aux gens un peu comment marchait le droit coutumier, l'accession donc à la propriété terrienne se faisait par l'appropriation pacifique ou l'appropriation guerrière ou par la violence. L'appropriation pacifique, c'était l'idée de dire qu'il y avait ce qu'on appelait le droit du H ou le droit du feu. Ouais. Le droit du H, c'était par exemple, pour prendre un exemple qui est célèbre, c'est l'exemple de Touba, par exemple. Touba, comment Serigne Touba a eu son fameux titre foncier, c'est par le droit du H. Le droit du H, c'est quelqu'un qui vient dans une terre inhabitée et qui utilise donc la hache pour déblayer toute cette partie-là, pour la rendre soit habitable, soit cultivable. Le premier occupant de la parcelle, en fait, et dont les descendants sont reconnus comme propriétaires de cette parcelle. Donc, c'est ce qui motive d'ailleurs le premier réflexe pour ces populations venues de l'intérieur du pays, de s'installer dans des zones de survie où l'on peut facilement assimiler à des zones où la pratique du maraîchage ou de la pêche sont des choses aisées. Donc, dans des zones humides. Mais du coup, ce que vous dites là, c'est assez incroyable parce que, en gros, donc ça a été effectivement un bordel organisé. En gros, ça a été effectivement l'État n'a eu aucune maîtrise sur toutes ces choses-là finalement. Donc, c'est ça en fait. Yeumbeul, je dirais, Pikine, Guédiawaye était hors de la sphère d'intervention étatique en matière d'urbanisme et de gestion foncière, surtout pour la période charnière 70, 80, 95. C'est incroyable. Avec ce poids des années sans intervention de l'État. Effectivement, comme dit Naroufès, l'État s'est retiré de son rôle de créateur de ville. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'après, et cette question revient même en plus à l'actualité avec cette histoire des villes nouvelles qu'on passe partout, la Diamniadio et tout, qui sont les créateurs de la ville, qui sont les créateurs de l'urbanité au Sénégal. N'avance pas jusque ça parce qu'effectivement, ce sera le point de la 5e question où effectivement on va parler des politiques et tout ça. Mais du coup, juste, j'aimerais qu'on puisse identifier les zones en fait qui sont inondables pour vous. Quelles sont les zones inondables, en fait, finalement, du coup? J'ai envie de dire partout est inondable. Hein. Avant, on pouvait cantonner ça, mais là, maintenant, incroyable. Tout est inondable parce que c'est un effet de... Quand on bloque l'eau d'une part, ça se répercute ailleurs. Donc, bon... Les vases communicants. Voilà, c'est ça. Donc, avec l'imperméabilisation des sols... Tous les quartiers, toutes les banlieues sont inondables, en fait. Dans les banlieues, on remblait pour habiter. Incroyable. Donc, ils habitent dans des zones humides. Ce que Naroufès disait, prenons le cas de Ouest-Foire, prenons le cas de la Cité des Eaux, entre autres. Et ça revient même à la question précédente du foncier, c'est-à-dire que le foncier a été le détonateur de cette bombe urbaine et sociale, parce que dans la banlieue, effectivement, l'État a perdu la maîtrise entre 70 et 95, comme dit Naroufès. Mais après, l'État a continué à continuer à perdre encore cette maîtrise-là. Parce qu'aujourd'hui, le foncier a pris de la valeur dans Dakar. Et donc, on est venu dans une spéculation foncière.
où même l'État est complice, qui fait qu'aujourd'hui, on vend tout. Tout le monde voulait habiter à Dakar jusqu'à présent, mais bon, tout le monde voulait habiter à Dakar et s'installer. Et comme il le dit, les gens n'hésitaient pas à remblayer des zones non édificantes pour soit y ériger des cités ou bien des logements. L'exemple de la zone des captages avec la cité Sonès. Voilà. Et même l'État était au fait de ça. Et c'était l'État lui-même qui était le premier à violer ou à ne pas respecter ces dispositions qu'il a lui-même mis en place pour justement contribuer à cette spéculation foncière. Aujourd'hui, quand on voit ce que, par exemple, les sites de la foire, les sites des anciens aéroports, etc., tout ça, Dakar fait face à une immense spéculation foncière. Alors, et face à ça, à chaque mètre carré devient convoité, quel que soit où il se trouve. D'accord. C'est plus, on n'est plus regardant sur les chemins d'eau, sur l'inondation, c'est plus le problème des gens. Ce qui leur importe, c'est d'avoir un terrain à Dakar. Alors, du coup, donc là, en fait, donc, si je résume ce que vous dites, en gros, c'est que tout Dakar est inondable, en fait. En gros, donc, Dakar, c'est, on va dire, grosso modo, une zone où il y a des constructions et pourtant, en fait, à la base, c'était pas constructible, quoi. Enfin, pas tout Dakar n'était pas constructible, mais à force de construire là où il fallait pas construire, et à force de faire de l'imperméabilisation des sols avec des routes, des machins et des infrastructures, avec la théorie des vases communicants, on a rendu tout Dakar inondable. D'accord. Mais du coup, par rapport aux politiques, je peux juste ajouter que les points d'inondation sont nombreux, mais c'est surtout en majorité dans la banlieue, dans les zones périurbaines de Pikine et de Guédiawaye. Effectivement. Si on prend par exemple le département de Pikine, tout ce qui est commune d'arrondissement de Dalifort, de Pikine-Est, avec les cités pépinières, route des Niayes, Wakinan 3, Pikine Sud irrégulier, tout ce qui est les Thiaroye-sur-Mer, Guinaw Rail Sud, Tivaouane Diacksao, Diamaguène jusqu'à même Sicap Mbao, ces zones se trouvent dans des cuvettes. Incroyable. Effectivement. Si on prend également Pikine Nord irrégulier avec Djidda, Thiaroye Kao, Thiaroye Gare, Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, toutes ces zones également, c'est des zones étant inondables, inondées et ces sites sont des sites non aedificants. D'ailleurs, pour confirmer ce que Naroufès dit, la plupart des quartiers, même urbains spontanés, se trouvent dans le département de Pikine. Et donc, la plupart des quartiers inondés, c'est dans le département de Pikine. Guédiawaye, comme je le disais tout à l'heure, avant été créé pour abriter les infrastructures de Pikine, et moins touché par les inondations. Peut-être, je pense qu'il y a Kougounas comme quartier qui est touché réellement par les inondations, à un certain, comme quartier, on va dire, spontané réellement. Et en fait, Guédiawaye, bon, à force d'avoir pris tous ces... Parce que tout à l'heure, Naroufès disait que les banlieues sont structurées et reconnaissables aussi par leur particularité ultra-résidentielle. Il n'y a pas d'autres infrastructures. Et il a raison, parce que par exemple, Pikine, à la base, devait avoir son centre, on va dire, d'affaires ou autre, à Guédiawaye. Mais Guédiawaye s'est approprié ces infrastructures-là. Donc, Pikine se retrouve un peu, entre guillemets, perdant. Et la plupart des habitats, des quartiers inondés, difficiles d'accès, etc., se trouvent, la pauvreté est en tout cas beaucoup plus visible à Pikine que à Guédiawaye. À Guédiawaye, même les quartiers qui font sujet d'inondation à Guédiawaye, que ce soit Wakhinane, Nimzat et autres, ont la particularité d'être érigés entre deux lacs, le lac Warwa et le lac Tchourou. Et les quartiers où ces inondations se produisent sont relativement très anciens et ils sont dépourvus d'un système d'assainissement, même municipal. D'accord. Mais du coup, donc, si on comprend bien, bien évidemment, on saisit rapidement que les politiques qui ont été mises en place depuis la décolonisation, en termes d'assainissement et d'infrastructure, en fait, ont échoué. Du coup, mais comment on peut expliquer cet échec-là? Comment on peut expliquer en fait, ces inactions, du coup, en fait, des différents gouvernements vis-à-vis de ça, en fait, dans le sens où peut-être qu'à un moment donné, il aurait fallu dire à la population que là où vous êtes, en fait, un jour ou l'autre, ça risque effectivement de devenir d'être inondé, tout simplement. Comment, en fait, l'État a pu laisser ces populations, en fait, grandir sur ces territoires-là, continuer à construire sur ces territoires-là? En fait, pourquoi jusqu'à aujourd'hui,
ces choses-là existent. Parce que typiquement, quand vous m'expliquez que des quartiers comme Mba ou ce genre de choses, où on voit aujourd'hui, en fait, voilà, pas mal de nouvelles cités qui s'installent, hein, enfin, il y a pas mal de constructions dans ces zones-là, alors que ce sont des zones qui sont pas constructibles. Comment on peut expliquer que jusqu'à aujourd'hui, l'État ne dit pas les choses aux gens? Il y a plusieurs raisons, en fait. Donc aujourd'hui, c'est pas que l'assainissement qui est le problème. C'est vrai que le premier problème, quand on se pose des questions, c'est où est l'assainissement dans tout ça. Mais comme on a expliqué avec Nankofes, c'est que faut savoir que l'État, enfin la population a précédé l'État. Ils ont construit d'abord et après l'État est venu ensuite. L'État est venu ensuite en légitimant un peu leur installation, en les raccordant à l'eau, en les raccordant à l'électricité, c'est ce qu'on appelle la ville des réseaux, entre guillemets, et donc en les raccordant au réseau d'assainissement. Enfin, en essayant de s'arranger en tout cas. Donc, c'est pas des terrains viabilisés où l'État avait déjà fait toutes les VRD, puis les gens sont venus s'installer n'importe comment. C'est le contraire. Donc, quand les installations précèdent les travaux de VRD, forcément, il y a des problèmes. Parce que on assiste à des... là où les tuyaux devaient passer, où les ouvrages devraient passer, on rencontrera sur le terrain des constructions, des rues qui sont très étroites parce qu'elles n'ont pas été régies par aucune disposition du code d'urbanisme. Donc, c'est des problèmes. Déjà, l'État, justement, le problème, c'est que c'est pas parce que on va être confronté à justement ces habitations-là ou ces populations-là qui sont bien installées qu'il faut pas prendre de solution. En tout cas, qu'il faut pas. Après, il y a la deuxième question, qui est la question politique. Donc, on sait très bien que on est dans des États où la question politique est ultra importante. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on va encore se risquer à passer des maisons, déguerpir encore des quartiers comme à Dakar pour construire des VRD avec tout ce que ça comporte comme conséquences politiques, voirie, réseau et divers, c'est-à-dire voilà, réseau d'assainissement, etc. Avec tout ce que ça comporte comme problème et comme retombées politiques, comme impopularité, ces gens-là, il faudra les loger parce qu'on ne peut pas juste se contenter de démolir. Et puis aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on a un État qui lui-même montre le mauvais exemple par ses cités ou autres qui s'installent dans des zones non édificantes, finalement, quelle est la légitimité de cet État de sanctionner? Donc, il y a cet aspect aussi politique au niveau de ces inondations-là. Donc, et il y a également un autre aspect qui est l'aspect des lourdeurs administratives. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une administration où on ne sait pas vraiment quel est l'interlocuteur adéquat en cas de problème, beaucoup de services, beaucoup d'agences, beaucoup de démembrements en tout cas. Est-ce que ces gens communiquent entre elles, ces administrations, ces services? Est-ce qu'ils communiquent entre eux les informations pour faciliter l'intervention, pour amener une bonne... Il y a beaucoup de doublons aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a une bonne... pour pouvoir opérer de manière efficace sur le terrain? Il y a ça aussi. Donc, il y a cette somme de facteurs qui fait que, en fait, on ne peut pas indexer que l'assainissement comme problème. Et aussi, il faut dire que même dans Dakar, le réseau est sursaturé. Parce que les gens maintenant construisent en hauteur. Donc, chaque personne essaie de transformer sa maison et d'en faire un R+2, R+3 pour en faire un immeuble de location avec, si possible, habiter au rez-de-chaussée et louer en haut. Bon, est-ce que aussi le réseau actuel a été préparé pour accueillir 5 millions d'habitants? Il y a tout ça qui entre en jeu. Oui, juste pour ajouter que par rapport à la saturation du réseau, c'est très normal parce qu'il y a un manque de contrôle de l'État vis-à-vis de la dynamique migratoire. En effet, les prévisions faites par les plans directeurs d'urbanisation, que ce soit Dakar Horizon 2000 ou bien Horizon 2025, sont en réalité en déphasage avec la dynamique migratoire actuelle. Donc, les besoins des populations en matière d'habitat sont allés bien au-delà des prévisions de l'État. Et que, pour régler ce problème même, il faut un renforcement de la décentralisation, du développement des régions. Parce qu'on a une situation économique au niveau des régions qui se caractérise par un déséquilibre par rapport à Dakar. Mais aussi par un déséquilibre entre les milieux urbains
de façon générale et les milieux ruraux. Les milieux ruraux, effectivement. Donc, ce déséquilibre se traduit par un faible développement des régions et la paupérisation des campagnes. Donc, pour impulser le développement régional, il convient alors de renforcer la décentralisation tout en permettant aux collectivités locales de disposer des ressources nécessaires à leur développement et d'assurer une meilleure répartition des infrastructures de base et des équipements sociaux. Et tout ne peut pas être concentré à Dakar, sinon tout le monde va venir à Dakar. Là, pour confirmer ce que tu dis, c'est ce que j'ai toujours dit en disant que c'est bien de faire des plans Dakar Horizon 2000 machin, mais là, le plan le PDU, le plan d'urbanisme, le plan directeur d'urbanisme Dakar Horizon 2035, mais il est déjà obsolète. Mais c'est ça qui a amené cette situation, parce que comme j'ai l'habitude de dire, mais les populations, elles n'attendent pas que l'État, elles n'attendent pas 2025 pour s'installer quelque part. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle d'urbanisme opérationnel, parce qu'il faut descendre sur le terrain et être pragmatique, identifier les choses. On ne fait plus de l'urbanisme comme avant, où on est derrière avec son code de l'urbanisme à appliquer des choses. Je te coupe parce qu'effectivement là, tu vas sur la partie qui m'intéresse. En fait, quelles sont les solutions qui sont envisageables en fait? Donc du coup pour toi, donc c'est aller sur le terrain. C'est une somme de solutions, c'est-à-dire il y a plusieurs domaines qui doivent être mis en place, qui doivent être en fait concernés. Il y a l'architecture, c'est-à-dire des bâtiments qui puissent s'adapter un peu aux écosystèmes, aux différents écosystèmes. Hein. Il y a les infrastructures d'eau et d'assainissement liquide et d'assainissement solide, c'est-à-dire les déchets. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que c'est avec les déchets obstruent beaucoup les réseaux de canalisation. Et donc, on en arrive à des situations aussi comme ça. Il y a également le concept de qu'est-ce qu'on veut comme ville, qu'est-ce qu'on veut comme urbanisme. C'est quoi maintenant? Parce qu'on est même dans une phase où, de manière générale, beaucoup de métiers sont en train de se réinventer. Beaucoup de métiers sont en train de muter. Grâce à la nouvelle technologie, grâce à la présence, il faut le dire, de la finance, qui est maintenant prédominante dans tout. Parce qu'aujourd'hui, l'ingénieur, l'urbaniste, l'architecte, etc., c'est bien, mais ils ne sont plus les gens qui sont mis en premier plan. Parce qu'on est maintenant, on est dans une logique de création de nouveaux acteurs. Comme je disais tout à l'heure, a perdu la main de créateurs de villes, où ce sont des États forts qui vont construire des quartiers de bout en bout. On n'est plus dans cette optique-là. On est dans des optiques où on s'associe beaucoup avec les initiateurs privés. Aujourd'hui, pour créer un quartier, c'est pas les techniciens ou ceux qui ont appris qui vont être mis au premier plan. Aujourd'hui, on n'a plus des États qui vont créer des quartiers de A à Z. Donc, aujourd'hui, un Mistemes ou un Je Rêve peut avoir des partenaires financiers, venir voir l'État et leur dire, bon, pour vous aider dans votre politique de ville nouvelle, je veux contribuer à faire des logements ou créer un quartier à Diamniadio, par exemple. Vous allez voir la DGPU, la Délégation Générale des Pôles Urbains, qui va vous attribuer une parcelle et vous devrez la valoriser. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudrait qu'au niveau de nos États, qu'on ait un contre-pouvoir, entre guillemets. C'est-à-dire, quand on va avoir des promoteurs privés, ou même quand l'État va décider de faire quelque chose, qu'il y ait des gens dans leur appareil ou eux-mêmes qui soient sensibilisés à la question, comme vient de le dire Naroufez, du développement des pôles économiques. Ils le savent, mais il faut maintenant l'appliquer. C'est une volonté politique. Parce que, comme le dit Naroufez, tant qu'on ne va pas régler cette question du déséquilibre, comme on a l'habitude de dire Dakar et le désert sénégalais, tant qu'on ne va pas régler cette question-là, jusqu'à 2035, on parlera des inondations, on parlera de la mobilité congestionnée, on parlera des déchets, tout ce qui a lieu à des problèmes de métropole, d'ailleurs dans le monde. Donc, il faut que l'État aujourd'hui prenne la volonté de développer les régions, les pôles économiques, de le développer de manière intelligente, pragmatique et rapide. Parce que l'urbanisme qu'il y avait avant, à savoir faire des plans de développement urbain, c'est bien, c'est très bien. Mais il faut coller ça à la réalité. Les populations n'attendront pas le feu vert de l'État pour dire que, selon aujourd'hui le plan d'urbanisme, cette zone est censée être une zone industrielle.
Donc, je vais attendre que la zone industrielle se crée pour aller créer mon marché. Aujourd'hui, tu crées une route et les gens viennent s'installer. Quelle que soit la route qui passe, au fin fond du Sénégal, l'État a construit une route, le foncier prend immédiatement de la valeur. Les gens ne se posent même pas de questions. Et ils commenceront à vendre les terrains, les gens vont habiter, et après, on va déplacer les problèmes. C'est ce qui se passe à Kaolack, c'est ce qui se passe à Fatick, c'est ce qui se passe dans toutes les régions où on déplore des problèmes d'inondation urbaine. Pour ajouter... Naroufès, oui, justement. C'est ce que j'allais te demander, justement, pour toi, quelles sont les solutions que tu envisageais, en tout cas, que tu penses envisageables, au-delà de celles qu'effectivement a proposé Domibourg, quoi. Oui, je vais commencer par là où elle a terminé. C'est par le développement des pôles territoriaux. Donc, il faut que l'État développe les régions. C'est inscrit dans l'acte 3 de la décentralisation. Il faut maintenant aller à l'application. C'est une solution qui peut aider Dakar à respirer. Et moi, les solutions que je vais donner, c'est des solutions plus environnement, écosystème. Donc, pour moi, il faut une disposition de barrières végétales autour des zones à conserver par un reboisement intensif de Dakar. Aménager des zones d'infiltration d'eau de pluie. Il faut aménager des zones d'infiltration d'eau de pluie. Il faut également pomper la nappe. Même s'il faut la mettre à la mer, il faut périodiquement pomper la nappe du quaternaire. Parce que c'est une nappe qui est polluée, qu'on ne peut pas mettre sur le réseau de la SONES. Donc, il faut le mettre à la mer. De la consommation. La SONES, la Sénégalaise des eaux, quoi. Juste. La Sénégalaise des eaux, oui. Oui, d'accord, ok. Il faut également le retraçage de certaines voies d'eau anciennes à l'aide de conduites souterraines pour éviter les interactions avec le réseau routier ou avec certains quartiers à fort risque d'inondation qui vont réduire par la même occasion ces risques d'inondation. Parce qu'on connaît ce tracé fossile. On le connaît, les cartes existent. Il faut mettre des conduites souterraines sur ces axes. Mais également la prise en compte dans les futurs lotissements, que ce soit à Dakar ou bien dans les régions, de la disposition de bassins versants afin d'éviter de construire dans des zones à risque. Parce que nous sommes dans une nouvelle phase humide géomorphologique. Donc, il y a un retour de la pluviométrie qui va continuer dans les 100, voire les 200 ans qui vont venir. Ah oui, donc, on a terminé la période sèche. On entre complètement dans une période humide avec les variations climatiques. Important, là, ce que tu es en train de dire, c'est que dans les 100 prochaines années, la pluie ne va pas baisser, mais elle va augmenter. Elle va augmenter. La nature est en train de reprendre ce qu'elle avait laissé il y a 4000 ou 5000 ans. BP, before present. Je peux faire une précision sur ce point-là. Naroufès va me corriger si j'ai tort. Mais si je me rappelle bien, par exemple, ce qu'on appelle donc l'IO7, c'est cette ligne donc des points qui ont la même pluviométrie. Oui, les isoyètes. Exactement, les isoyètes qui étaient identifiés normalement pour le désert, c'est 100 mm. Et en moyenne pour le Sénégal, jusque vers la zone du nord, c'était 500 mm. Avec les sécheresses des années 70-80, cette ligne-là donc, était descendue, mais très très bas. C'était descendu jusqu'au milieu. Et apparemment, cette ligne est en train de remonter. Ce qui est en train de remonter vers les moyennes de 1900, qui étaient avant 1970. Donc, en fait, on revient à l'équilibre qui existait avant 1970, mais avec une occupation des terres qui ne correspond pas à l'occupation des terres de 1970. Et ça ne correspond pas à la politique actuelle, en tout cas. Moi, je ne la vois pas dans les politiques actuelles. Juste une parenthèse pour confirmer ce que Naroufès a dit. Je donne un exemple. Dans le cadre du projet, il y avait des ouvrages justement au niveau des bassins dans la banlieue, des ouvrages d'irrigation gravitaire qui donc reprenaient le cours d'eau. Et en fait, les ouvrages avaient été dimensionnés, si je ne me trompe, pour une capacité de pluie cinquantenaire ou avec des prévisions météorologiques sur 10 ans ou 20 ans, un truc du genre. Et il y a 2 ans, justement, cette capacité a été dépassée. Donc, c'est pour dire que même en prévoyant dans le futur, non, il y a 2 ans. 2 ans. 2 ans. Il y a 2 ans, la capacité, la pluviométrie qui avait été, qui était attendue dans 10-20 ans, avait déjà été atteinte. C'était basé sur des statistiques. Donc, c'est juste pour dire que la nature est en train effectivement de reprendre ses droits et c'est pour confirmer ce que Naroufès est en train de dire. Juste un truc qui me vient en tête comme ça tout de suite, là, mais pourquoi il n'y a pas de grand plan d'aménagement très sérieux sur cette problématique-là qui, pour le coup, est réelle? Pourquoi, à un moment donné, l'État, en fait,
il fait pas ce qu'il faut, quoi, parce que c'est pas juste possible de continuer à tergiverser entre les différentes difficultés que vous avez soulevées, les différents points, effectivement, qui, pour le coup, parfois sont politiques, d'autres sont autres. Mais quand je vois là, quand la dernière campagne présidentielle qui vient de passer, là, à aucun moment, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai entendu ce sujet-là qui me paraît qui pour moi est d'une pertinence, mais vitale, quoi. Je veux dire, là, aujourd'hui, déjà, que je comprends que, en fait, vivre à Dakar, en fait, c'est même pas la peine parce que c'est inondable. J'ai envie de construire ma baraque, en fait, je vais pas la construire dans Dakar. D'ailleurs, j'aimerais bien des tips, pour savoir où je peux construire ma baraque si je veux la construire demain. Parce que c'est vraiment problématique. Mais sérieusement, mais parce que vraiment, c'est un problème, quoi. Il y a des plans directeurs d'assainissement qui existent, mais bon, Narufès pourra peut-être commencer à expliquer pourquoi ils ne prennent pas au sérieux ce genre de choses. Parce que pour moi, il y a deux points qui peuvent expliquer ça. Un, c'est le manque de courage politique. L'État ne va pas aller détruire des mosquées, des synagogues ou bien des routes, alors qu'il le faut à un moment. Le deuxième point, c'est que l'État a horreur d'investir sur des infrastructures qu'on va enterrer et que les gens ne vont pas voir. Merci beaucoup, Narufès. Alors que l'assainissement est un point essentiel et pour la plupart des infrastructures enterrées. Quand le président ou bien le directeur de l'ONAS et autres va venir pour dire on a mis 40 milliards ici, les gens vont lui regarder, mais où est-ce que tu as mis ces 40 milliards? Alors que c'est nécessaire pour pouvoir tenir nos villes. Mais complètement, quoi. Il faut investir sur des infrastructures enterrées. Ils ne vont pas le faire. Parce que c'est pas trop tape à l'œil. C'est vrai que pour une question d'électabilité, oui. C'est ce qu'on dit il y a le temps de la ville et le temps du politique. Effectivement. Le temps de la ville est différent du temps du politique. Le politique, il a 5 ans. Une ville, mais justement, là, tout ce que vous dites là, mais ça soulève vraiment une vraie problématique. On sent en fait quelles sont les priorités des gens qui, en tout cas, sont à la tête de nos gouvernements aujourd'hui. Même ceux qui font campagne, en fait. Ceux qui font campagne pour, en tout cas, être président. C'est une raison de volonté. Sérieusement, cette problématique-là qui est un vrai sujet, quand on pense que même dans les médias, on ne parle pas suffisamment de cette problématique-là qui est une problématique vitale, je me répète, je peux continuer à me répéter comme ça tellement le truc est grave, quoi, en fait. Je me dis à un moment donné. C'est un manque de culture et de connaissances. C'est ça, est-ce que les gens qu'on a à ces niveaux de station de décision-là, est-ce qu'ils savent? C'est ça. Est-ce qu'ils savent est-ce qu'ils savent l'importance de ça? S'ils savent, est-ce qu'ils sont bien entourés? S'ils sont bien entourés, après, comme dit Narufès, est-ce qu'ils ont le courage d'appliquer? Est-ce qu'ils ont le courage d'appliquer? Parce qu'il y a 3 choses. Il y a le courage politique, comme il vient de le dire. Il y a le fait qu'ils ne veulent pas investir dans des choses qu'on ne peut pas inaugurer. Comme je dis, c'est effectivement le temps de la politique et le temps de la ville sont complètement différents. Une ville ne se fait pas en 5 ans. 40 milliards pour des tuyaux, pour l'Unisoul, c'est pas ça que les gars vont inaugurer. Les gars, ils veulent inaugurer des choses visibles. Et après aussi, avant tout ça, mais est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils sont bien entourés? Est-ce qu'il y a les gens qu'il faut, là où il faut? Est-ce qu'ils savent aujourd'hui, comme l'a dit Mr. aujourd'hui? Dans Moubour, ces gens sont très bien entourés. Ils ont des études qui leur montrent comment régler le problème. C'est des questions de priorisation, de politique. C'est juste ça. C'est une question de volonté politique, c'est tout. Et non, c'est pas seulement à Dakar. Regarde la route, la RN2 qui va vers le nord avec la dernière pluie. La route qu'on vient juste d'inaugurer et qui lâche comme ça. J'ai vu l'image. Il fallait juste mettre un ouvrage hydraulique bien dimensionné pour laisser l'eau passer. Je rêve qui habite à Diourbel, nous à côté de la rail. Il y a ce qu'on appelait les mourngels. Exactement. C'est-à-dire des ouvrages hydrauliques qui laissent l'eau passer. Tout au long du chemin de fer construit par le colon, on peut apercevoir ces ouvrages hydrauliques, ces ouvrages busés qu'on appelait mourngels. Et maintenant, ils sont bouchés maintenant. Et ils sont bouchés. Nos routes doivent avoir ces mêmes ouvrages busés, ne serait-ce que chaque 2 ou 3 kilomètres, parce qu'à chaque 5 ou 10 kilomètres, nos routes traversent des cours d'eau qui drainent des millions de mètres cubes par an. Moi, je vous dis sincèrement, on arrive au terme de l'émission, mais je vous dis sincèrement,
ce podcast-là, c'est le genre d'émission qu'il faut faire régulièrement et faire intervenir le maximum de personnes pour que on puisse en tout cas toucher ou atteindre en tout cas le maximum de public, parce que cette question est d'une gravité telle que tout le monde doit se saisir du sujet en fait et comprendre les enjeux qu'il y a aujourd'hui. Et je voudrais... Oui, Rêve, vas-y. Oui, contenu. Et je voudrais ajouter une dernière chose, c'est-à-dire que d'ailleurs, les deux intervenants, donc Domibour et Narofez, nous ont montré l'importance de la volonté politique ici. Et je voudrais dès à présent, par exemple, écarter une tentation qui est la tentation du privé. Parce qu'en fait, par exemple, sur la question de l'assainissement à Dakar, les gens l'oublient, mais par exemple, c'était en 2006, il y avait l'opérateur italien Aman qui était venu se charger donc de l'assainissement. La gestion des ordures et de l'assainissement. Oui. Effectivement, du côté, c'était vers 2012-2015, si je me rappelle, Veolia France, tout le monde avait décrié un peu les contrats de PPP, donc partenariat public-privé. Veolia France était venu, mais ils se sont rendus compte que, en fait, l'assainissement est coûteux. On évalue donc la tonne de déchets à 10 000 francs CFA donc, par tonne à Dakar. Ce n'était pas rentable pour ces entreprises-là. Ils ont rompu les contrats. Parce que ce n'est pas qu'une question donc, de volume des ordures qui bouchent les trucs, c'est aussi une question de structure des ordures. Il y a beaucoup de sable, il y a beaucoup de solides, donc ça bouche énormément les voies d'évacuation. Ce qui fait donc qu'une question dont on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas le régler sera difficilement réglée par le privé parce que ce n'est pas rentable. Il faut que l'on fasse une pression sur les politiques pour le faire. Et on sait que l'électoralisme se met au travers de la volonté politique. Donc là, il faut que nous, les acteurs privés, les gens qui sont indépendants, etc., et la population générale fassent une pression politique sur les gouvernements qui passent et les politiciens pour te confirmer la question du privé aujourd'hui, parce que de toute façon, à un moment donné, dans les différentes missions de l'État, il faudra que des privés s'en mêlent. Mais le problème pour moi, c'est qu'il faut qu'au niveau de l'État, au niveau de la contrepartie, qu'il y ait des gens en face qui sachent se faire respecter, entre guillemets, c'est-à-dire qui puissent contrôler. Aujourd'hui, comme dit Naroufès, les routes, là, qui c'est qui conçoit quels sont les bureaux d'études? Un bureau d'études. Si il a été commandité, on lui commande une étude. Celui qui lui commande l'étude, c'est qui? C'est l'agence de l'État ou bien le service de l'État, voilà. Mais si le bureau d'études, lui, il te donne son dessin technique et que le gars qui est chargé de contrôler ça ne peut pas lui exiger de lui dire, écoute, dans ton dessin, on n'a pas vu les bus, on n'a pas vu les ouvrages pour laisser passer l'eau, mais lui, il s'en fout. Il vient, il fait ce qu'il a à faire, on le paye et il part. Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'au niveau de nos États, le privé, on aura à un moment donné, on est dans un monde où on sera obligé d'être confronté à des privés, quels que soient les domaines, agriculture, urbain, tout. Mais dans toute chose, il faut qu'au niveau de la contrepartie, les gens qui s'asseyent avec eux puissent déjà être au courant de ce qui doit être réglé comme problème et puissent veiller à l'application des documents ou bien puissent contrôler et se faire respecter. Comme on dit souvent en Wolof, donc aujourd'hui, si on ne sait pas à un moment donné taper du poing sur la table, exiger du respect au niveau des partenaires ou des promoteurs privés, si jamais ils ne sont pas eux-mêmes conscients des défis environnementaux, durables, ou quels qu'ils soient, qui les attendent, mais on continuera à investir des milliards ou à payer des milliards pour ensuite les recasser et les refaire. Et c'est un éternel recommencement à zéro. Ok, on va terminer sur ces belles paroles-là quand même, parce que là, on est arrivé au terme. Bon. Bah, écoutez. Moi, je vais juste dire qu'il faut une meilleure application des textes en matière de réglementation foncière. Car aujourd'hui, la seule qui est brandie est le déguerpissement des populations, qui, pour satisfaire ce besoin ponctuel et récurrent de l'habitat, vont occuper de la même façon que les précédents d'autres terrains inadéquats. Donc, ce qu'il faut retenir, enfin, c'est que les cours d'eau, que ce soit ici ou ailleurs, les cours d'eau, c'est des êtres vivants comme vous et moi. Ils respirent au travers des cycles au cours desquels ils cherchent leur profil d'équilibre provisoire. Donc, c'est des êtres vivants qui défient le temps. Et il faudra construire avec cela. Sinon, on risque de répéter des investissements, de construire une route et de le reprendre dans 10 ans ou 5 ans. Ce n'est pas du tout intéressant. On est d'accord. Donc, écoutez, merci beaucoup pour ces brillantes interventions et présentations.
Je terminerai quand même sur juste, et là pour le coup j'attends de vous des réponses très très courtes, genre deux mots si vous pouvez. Je veux acheter demain en fait un terrain au Sénégal. Vous me conseillez quelle zone en fait? Diourbel. Ok. Damibou, tu dis quoi? Moi, je te conseille effectivement de t'éloigner de tout ce qui est cours d'eau. Donc, si Diourbel, il n'y a pas beaucoup de cours d'eau, va à Diourbel ou à Louga. Ok, il n'y a pas une autre ville que vous conseillez? Non, mais plus sérieusement, Lompoul. Plus sérieusement, du côté de Bayard et toute cette zone-là, pourquoi pas? Bayard. C'est vers cette zone Bayard, vous êtes sur la nappe. D'accord. Ok, donc c'est pas bon en fait. Naroufez, malgré qu'on ait des ball, on est très objectif. Hein. Il faut venir à Diourbel. C'est ça. Même la capitale devrait être déplacée à Diourbel. Parce que juste à côté de chez vous, à Kaolack, vous avez vu les inondations? Non, parce que c'est au centre du Sénégal. Donc, on peut au moins avoir 4 voies de sortie principales et on est sur du sable. D'accord. Donc pour vous, là, la vraie zone, en tout cas, où il faut venir, c'est vraiment Diourbel, quoi. Ouais, moi, je suis assez côtière, donc bon, je ne vais pas déménager. Mais avec les voies Diourbel, est à 1h30 de toutes les voies côtières. Non, mais, donc là, mais vous savez que je vous pose cette question parce qu'elle est très sérieuse pour les Sénégalais de la diaspora. Mais moi aussi. Mais oui, sérieusement. Non, mais je réponds sérieusement. Hein. Ouais, je sais, mais parce que en fait, là, quand on dit Diourbel, bon, c'est certainement que je pense que les Sénégalais de la diaspora Thiès est une bonne option pour l'instant en attendant qu'on aille tous à Diourbel, là, qu'on rentre à Ndiarème. Thiès est une bonne option quand même, je trouve personnellement. La région de Thiès. En termes de climat, effectivement, en termes de chaleur, effectivement, je pense que Thiès est le bon compromis entre Dakar et Diourbel. Bon. C'est que c'est proche de tout. L'inondation, ça va parce que Thiès a quand même quelques voies d'évacuation qui marchent à peu près. Donc, même les parcelles assainies de Thiès sont assez préservées des inondations dans une certaine mesure jusqu'à maintenant, même si on se rend compte qu'effectivement, il y a des zones inondables, tout en ayant un climat qui est assez tempéré, très proche de Dakar. Donc, je pense que Thiès aussi est une bonne zone. Hein. Vraiment pas, alors là, on passe quoi. Non, c'est une très bonne zone. Hein. Ça sera le mot de la fin. Bah, vous m'avez convaincu. En tout cas, j'essaierai de parler un tout petit peu de Thiès et de Diourbel. Après, on va voir comment les gens vont réagir. Bah, merci encore. Merci à tous. Merci pour cette intervention. Et puis, en espérant que ça aura sensibilisé en tout cas ceux qui nous écoutent. Et merci encore. Voilà. D'accord. Donc, merci Domoubourg et merci Naroufez. Et quant à nous, Mr. Mez, on se retrouve pour une Exactement. On se retrouve très vite. Prochaine émission. Voilà. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. Merci. Au revoir.